Bienvenue à toutes et à tous à la série de webinaires de l'EDEC Family Business Research Center sur diriger l'entreprise familiale en temps extraordinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce quatrième et dernier webinaire de la série qui portera sur les leviers de résilience de l'entreprise familiale et qui sera animé par Nicolas Hollanders, partenaire chez Landsberger Stickey Associates, et moi-même, Rania Labaki, professeure associée et directrice de l'EDEC Family Business Research Center. Ce webinaire sera présenté en trois axes. Tout d'abord, une introduction sur l'EDEC Family Business Research Center. Ensuite, nous allons approfondir le sujet des leviers de résilience en croisant les regards académiques et pratiques. Et enfin, nous allons consacrer une dizaine de minutes aux échanges. Donc en introduction, l'EDEC Family Business Center il a été créé il y a 8 ans avec le soutien de certaines entreprises familiales mais également d'autres organisations. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par les familles Mullier, Michelin, Roquette et Viellard du groupe Lisi. La mission du centre, c'est de perpétuer le modèle entrepreneurial qui caractérise les entreprises familiales à travers les générations, cette perspective de long terme. Et pour le faire, nous aspirons à inspirer et à servir non seulement les entreprises familiales, mais également leurs parties prenantes, hein, c'est-à-dire les fournisseurs, les clients, les notaires, les banquiers, les académiques et les autres parties prenantes. Et pour ce faire, nous créons des connaissances basées sur la recherche que nous traduisons en outils, que nous traduisons en réponses à des problématiques que les entreprises familiales se posent ainsi que leurs parties prenantes. Et enfin, nous formons aussi, donc nous développons des programmes de formation sur la base de ces connaissances et nous organisons des événements pour connecter et pour partager les recherches, mais également pour apprendre des autres membres. Alors notre approche elle est particulière parce qu'elle est holistique. Donc nous nous intéressons bien sûr au système de l'entreprise, de l'actionnariat et ses interactions avec l'environnement, mais nous faisons un focus particulier sur la famille. Donc nous étudions l'entreprise familiale sous un angle aussi bien financier que socio-émotionnel à travers plusieurs projets de recherche sur la succession, sur la gouvernance, sur l'entrepreneuriat, sur l'impact social, l'impact culturel des entreprises familiales également. Alors nous avons une équipe de 4 enseignants-chercheurs qui sont multidisciplinaires et qui, de par leurs expertises, peuvent apporter des explications et des connaissances complémentaires pour mieux comprendre le système complexe de l'entreprise familiale. Alors, nous organisons, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs événements pour disséminer la connaissance, mais aussi pour échanger et apprendre les uns des autres. Compte tenu donc de la crise actuelle, nous passons en mode webinar. Et donc, le dernier webinar va se dérouler avec Nicolas Hollanders, qui va m'accompagner pour parler des leviers de résilience des entreprises familiales pour naviguer en temps extraordinaire. Alors, moi, je suis Rania Labaki, je suis professeure associée à l'EDEC Family Business Research Center et aussi donc directrice du centre. Nicolas, quant à lui, il est partenaire de Landsberger Stickey Associates, qui est un cabinet de conseil des entreprises familiales emblématique, parce qu'il a été fondé par les chercheurs et consultants pionniers sur les entreprises familiales, Ivan Landsberg et Kellinger Stick. Alors Nicolas, il a une longue expérience de conseil des entreprises familiales. Il a occupé par le passé des postes aussi bien à Econ Sander que dans d'autres entreprises familiales. Et donc aujourd'hui, en tant que partenaire de Landsberger Stick, donc il continue ses missions, qu'il approfondit avec des sujets de gouvernance notamment. Il siège aussi dans le conseil de famille, de groupes familiaux également. Donc, sans tarder, hein, je vais commencer par prendre la parole pour aborder la première partie. Nicolas nous rejoindra en deuxième partie. La résilience. Donc, la résilience, c'est un peu le mot-clé du titre du webinaire.
Qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de définition communément admise sur le sujet, mais quand même, il y a des conditions qui reviennent pour définir la résilience. Alors, deux conditions critiques, l'exposition à la menace ou à l'adversité, mais également la réalisation d'une adaptation positive face à cette exposition. Alors, je retiens de ce fait cette définition. La résilience, c'est un processus dynamique d'adaptation positive dans le contexte d'une adversité importante. Alors, une crise peut faire partie de ces adversités qui sont importantes. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est un processus. La résilience, c'est un processus et non pas une étape dans la vie d'une entreprise. Donc, c'est un processus qui se construit dans le temps. Alors, dans l'entreprise familiale, il est possible d'identifier 4 dimensions de résilience. La résilience émotionnelle, la résilience sociale, mais également la résilience financière et entrepreneuriale qu'on va parcourir ensemble. Alors, avant de les approfondir, c'est important de comprendre l'effet qu'une adversité peut avoir sur l'état stable ou l'équilibre d'un système. Alors, je vais introduire de ce fait un concept clé qui est le concept d'homéostasie, qui est un concept qui est très connu en biologie, entre autres, et qui tend à dire que tout système vivant va évoluer en passant d'un état stable à un autre état stable sous la pression de l'environnement qui va évoluer, mais également du cycle vital, du cycle de vie de ce système vivant. Alors la famille n'en est pas une exception. Jackson, en 1957, il a introduit le concept d'homéostasie de la famille, donc il a adapté ce concept à la famille, en le définissant comme étant le principe suivant lequel la famille se comporte de manière à réaliser un équilibre, une stabilité dans ses rapports. La famille, elle est définie par rapport à la structure des liens familiaux, et aussi elle peut survivre, évoluer grâce donc à l'adaptation des différents membres aux différents stades de cycle de vie qui courent, mais également donc à la pression de l'environnement. Donc ce concept est tout à fait adapté à la famille. Donc l'idée c'est de dire quand il y a une adversité qui va impacter une famille, eh bien la famille va élaborer des méthodes qui vont d'ailleurs forger sa résilience dans le temps afin d'atteindre cette stabilité, cet état d'équilibre. Alors, parmi les études que j'ai eu l'occasion de mener, j'ai essayé d'identifier les crises importantes que les entreprises familiales reconnaissent au fil de leur cycle de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises familiales semblent particulièrement marquées, non pas par des crises financières ou des crises économiques, mais principalement par des crises qui sont à l'intersection de la famille et de l'entreprise. Par exemple, des crises d'éthique qui peuvent survenir à l'intersection de l'entreprise et la famille, par exemple un comportement qui n'était pas en adéquation avec les valeurs de la famille. Une crise sanitaire qui concerne donc la santé des membres de la famille, un accident, une maladie, un décès. Des crises identitaires de certains membres de la famille, parfois au sein de la même génération ou encore entre générations. Enfin, des crises relationnelles qui font état de conflits qui émergent parce qu'il y a une évolution des attentes des membres de la famille au fur et à mesure qu'ils évoluent à travers le cycle de vie. Donc c'est intéressant de garder à l'esprit que quand même la résilience, elle est fortement liée à ces crises autres que purement financières. Donc maintenant, attaquons-nous à la résilience émotionnelle. La famille, c'est un système qui n'exprime pas toujours ses émotions ou exprime ses émotions dans un cadre restreint. Comme le proverbe le dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Ce n'est pas parce qu'en apparence la famille semble sereine que cela indique nécessairement qu'il n'y a pas d'émotions négatives au-dessous de la surface. D'ailleurs, certains évoquent même l'entreprise familiale comme étant un iceberg, donc c'est la partie cachée finalement de l'iceberg qui met en évidence véritablement ce qui se passe dans l'entreprise familiale. Donc sur cette base, je vais introduire très rapidement des principes liés à une théorie qui est la théorie des systèmes familiaux,
qui nous permet d'entrevoir la famille comme un système multigénérationnel et émotionnel. Autrement dit, la famille va évoluer au fil du temps et la façon dont les membres vont exprimer leurs émotions vont être très liées à l'histoire même de la famille, à la façon dont les membres de la famille, par le passé, ont géré leurs émotions par rapport à des crises similaires. Donc les familles, elles ne sont pas homogènes, elles diffèrent par rapport au degré d'interdépendance émotionnelle, c'est-à-dire le degré auquel certains membres de la famille sont dépendants d'autres pour exprimer leurs émotions et pour prendre des décisions. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette théorie, c'est de dire qu'en situation de stress, en tant que membre de la famille, nous tendons à répliquer les patterns présents dans nos familles, autrement dit les modes comportementaux de nos familles. Donc il y a une mémoire familiale qui va s'installer, qui va être transmise de génération en génération, qui est encore plus importante quand il s'agit d'une entreprise familiale parce qu'elle va se lier à la mémoire organisationnelle, c'est-à-dire à tous les événements qui sont survenus à l'intersection à la fois de la famille et de l'entreprise, pour pouvoir quelque part servir de modèle aux générations qui viennent sur comment agir face à un stress. Rappelez-vous, je vous avais expliqué que face à un stress, le système doit réagir pour assurer une homéostasie. Alors tous les systèmes ne réussissent pas nécessairement à assurer cette homéostasie. Donc, mais par contre, au fur et à mesure qu'on évolue, on peut donc tirer de leçons du passé et renforcer notre résilience pour mieux gérer cette homéostasie. Alors, il y a deux façons de le faire. Soit on va s'engager dans une rétroaction négative, ce qu'on appelle un feedback négatif, c'est-à-dire, c'est très simple, on va se référer aux normes existantes. Par exemple, dans tel contexte de crise, comment la famille avait l'habitude de réagir, avait l'habitude d'opérer pour retrouver un état stable. On va se référer à ces règles, à ces normes pour ce faire. Ou encore dans l'histoire, quelles sont les leçons qui peuvent être pertinentes aujourd'hui. Donc on va corriger l'action des facteurs externes ou encore internes qui pourraient modifier l'équilibre et ainsi retrouver une homéostasie qui ressemble beaucoup à celle de départ. Le feedback positif ou la rétroaction négative, elle est beaucoup plus on va dire perturbatrice. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'elle va faire au début, c'est accentuer l'effet des facteurs perturbateurs et déstabiliser complètement le système. Et souvent, on va évoluer non pas vers un état d'équilibre qui est similaire au précédent, mais vers un nouvel état d'équilibre avec des nouvelles règles, des nouvelles normes, des nouvelles façons de faire. Donc les deux modes de feedback finalement vont aboutir à une autorégulation du système, mais le feedback positif va finalement faire une perturbation qui est plus importante. Donc parfois, les entreprises familiales vont commencer par ce feedback positif si elles n'ont pas des expériences précédentes ou des normes claires sur comment réagir face à une crise donnée, mais ensuite elles vont documenter cette mémoire pour que les générations suivantes, finalement, peuvent peut-être avancer plus rapidement en allant vers un feedback négatif. Donc, les deux modes se valent. Alors, comment ça se fait? Est-ce que toutes les entreprises familiales sont égales à ce niveau? Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes les entreprises familiales ne sont pas similaires. Certaines, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, sont très enchevêtrées avec donc au niveau des systèmes entre la famille et l'entreprise. Donc les entreprises sont très enchevêtrées avec la famille. C'est le premier ça que vous voyez sur l'axe, qui est l'axe de degré d'interaction émotionnelle entre la famille et l'entreprise. À l'autre extrême, vous pouvez voir des entreprises familiales qui sont complètement désengagées, c'est-à-dire le système de l'entreprise est complètement déconnecté de la famille. Puis au milieu, on va avoir les entreprises familiales équilibrées où il y a un degré d'interaction émotionnelle qui est plutôt moyen, équilibré entre les deux. Donc la façon dont une entreprise familiale va réagir face à une crise, donc le feedback qu'elle va mettre en place, va être plus ou moins important suivant le type dans lequel elle s'identifie ou à travers lequel elle va évoluer. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une mémoire familiale. Finalement, la famille va fonctionner comme une organisation apprenante. Donc, pour schématiser rapidement, il y a à chaque fois une action, un événement qui va se mettre en place, comme une crise, pardon, crisis en anglais, qui va amener les membres de la famille à évaluer la situation, qui va générer une réponse émotionnelle,
et par la suite une action ou un comportement. Et puis ensuite, en une boucle, quelque part, ces actions et ces comportements vont pouvoir évoluer à travers l'expérience qu'on va acquérir avec ce type d'événement, ce type de crise dans le futur. Alors, pour revenir au phénomène de feedback positif-négatif, les familles peuvent soit utiliser des interventions focalisées sur les émotions, c'est-à-dire elles vont directement réagir sur les émotions pour essayer de les réduire en intensité ou de les changer d'émotions négatives en positives, par exemple, ce qui va faire évoluer le comportement. Soit elles vont directement agir sur l'évaluation, c'est-à-dire elles vont mettre en place des interventions focalisées sur le problème, ou elles vont pouvoir réévaluer le problème de façon peut-être moins biaisée, en tenant compte du passé par exemple, pour avoir une réponse émotionnelle plus adaptée et agir en conséquence. Donc les entreprises familiales finalement vont avoir recours à différentes interventions proactives, comme celles focalisées sur les émotions par exemple, et dans le temps elles vont construire des interventions préventives, par exemple celles focalisées sur le problème. Donc l'expérience à travers le temps va les aider à prévenir finalement les crises et à mieux réagir plus rapidement pour atteindre une homéostasie que ne l'étaient les générations précédentes. C'est par rapport à la résilience émotionnelle que les entreprises familiales peuvent développer. Maintenant, on va voir la résilience sociale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille, au fur et à mesure qu'elle évolue, elle va interagir avec un certain nombre d'acteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant par exemple les entreprises énochiennes, c'est-à-dire celles qui ont plus de 200 ans, on constate que finalement elles réussissent à créer des cercles de loyauté mutuelle entre les différents systèmes autour, c'est-à-dire la famille avec les collaborateurs et les partenaires vont créer des loyautés mutuelles avec les clients puis avec les alliés. Et ces loyautés peuvent être multigénérationnelles, c'est-à-dire transmises de génération en génération, ce qui fait que les collaborateurs parfois sont dans l'entreprise depuis plusieurs générations, les partenaires d'eux-mêmes, les clients d'eux-mêmes, les alliés par exemple des facteurs influents de la sphère politique sont également présents de génération en génération, ce qui fait qu'il y a une confiance très forte qui est créée et une solidarité intergénérationnelle importante qui aide les entreprises à mieux traverser les crises. Donc elles vont plus rapidement s'adapter, elles peuvent compter sur leurs collaborateurs qui vont augmenter leur niveau d'engagement, leurs partenaires qui vont être compréhensifs face donc, aux difficultés qu'elles affrontent, et en contrepartie, les familles vont s'engager, par exemple, à maintenir les emplois, même s'il s'agit de périodes difficiles, etc. Donc les loyautés multigénérationnelles que les entreprises développent au fil du temps permettent de constituer cette résilience sociale qui est indispensable pour faire face à une crise. Troisième type de résilience, la résilience financière. Alors la résilience financière fait référence bien entendu aux ressources financières. Les entreprises familiales n'ont pas une boule de cristal pour, pour prévenir ce qui va se passer dans le futur, mais quand même, à travers l'expérience qu'elles arrivent à accumuler, elles sont capables de s'adapter plus rapidement. Ceci est vrai, d'autant plus qu'elles ont des préférences hiérarchiques de financement qui les différencient des entreprises non familiales. C'est-à-dire, elles vont privilégier dans un premier temps l'autofinancement, ensuite la dette, et enfin les marchés financiers pour se financer leurs projets, sachant que leurs investissements sont souvent orientés vers le long terme parce qu'elles se projettent vers l'avenir dans une perspective de transmission intergénérationnelle de l'entreprise. Donc de ce fait, comme elles sont plus réticentes, on va dire, au marché financier, donc elles ont des liquidités souvent plus importantes qui sont préservées et qui sont destinées à la base pour ces investissements. Elles sont aussi reconnues pour leur faible taux de distribution de dividendes. Et si l'entreprise familiale a des actionnaires qui sont complètement alignés avec une bonne gouvernance, ces actionnaires sont souvent prêts à sacrifier ces dividendes pour aider l'entreprise dans ces temps difficiles, mais également pour qu'elle puisse continuer à investir sur le long terme. Vient s'ajouter à cela des caractéristiques très importantes en termes de relations avec les fournisseurs, qu'ils soient financiers ou non financiers, des relations de confiance et de long terme qui font que même en période difficile,
Elles vont avoir plus de facilité d'accès aux ressources financières si besoin, ou plus de facilité de paiement auprès de leurs fournisseurs non financiers si besoin également. Donc tout cela constitue des facteurs importants de résilience financière des entreprises familiales en temps de crise notamment. Enfin, la résilience entrepreneuriale. J'ai repris une définition que je trouve très pertinente dans le contexte actuel, notamment par Bernard. La résilience entrepreneuriale, c'est l'art de transformer les blessures traumatiques en une opportunité de création de sens, de valeur à la fois symbolique, économique et sociale pour d'autres que soi-même par le choix de l'acte d'entreprendre. Alors, bien sûr, les entreprises familiales sont reconnues comme ayant comme ADN l'esprit d'entrepreneuriat, comme ça ancré dans leur gène. Elles sont aussi reconnues pour leur capacité d'innovation, qui sont supérieures à celles des entreprises non familiales, et aussi par leur innovation sociale, donc la dimension sociale dans leur innovation qui est importante. Et on retrouve tout cela aujourd'hui dans la crise actuelle également. On voit que cet esprit d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement voilà, pour rebondir économiquement, mais également pour rebondir sur le plan social, sur le plan philanthropique, en tenant compte des interactions avec les communautés. Dans la diapo, vous retrouverez quelques exemples. BIC, par exemple, qui a développé une nouvelle série adaptée à la situation de stylos dont 100% des bénéfices sont reversés donc, aux hôpitaux. Michelin qui a réouvert ses usines pour transformer sa production pour produire des masques. Sisley, donc, qui a transformé également sa production pour produire des gels hydroalcooliques, aussi distribution de crème de main, etc. Au service hospitalier. Dolce & Gabbana qui a fait une donation très importante pour la recherche en disant qu'il s'agit d'une responsabilité morale à leurs yeux. Decathlon, donc, qui a fait donation de ces masques de plongée, finalement, qui ont servi au niveau des respirateurs. Et puis des entreprises plus petites également, les établissements Gontier Frères, qui sont fabricants de bijoux plus que centenaires, ont réadapté tout leur système au bout de 15 jours pour redémarrer la production dans des conditions de sécurité. Donc il y a cette adaptabilité quand même qui est très importante, cette résilience à la fois émotionnelle, financière, sociale, entrepreneuriale, dont les entreprises familiales font preuve et qui leur permettent finalement voilà, d'avancer dans la crise. Alors cette résilience se développe au fil du temps, peuvent la développer si ce n'est pas encore le cas. C'est important de la documenter pour que les générations futures puissent s'en servir et la développer à leur tour. Maintenant, je vais passer la parole à Nicolas Hollanders de Landsberger Sicken Associates qui va nous guider vers un cadre de réflexion avec des questions plus précises qu'on peut se poser en tant qu'entreprise familiale ou partie prenante d'une entreprise familiale pour gérer la crise et l'après-crise. Nicolas, c'est... Merci Rania. Bonjour à tous. Je démarre ici avec quelque chose que vous connaissez tous, qui est le fameux modèle des trois cercles de l'entreprise familiale. Et ces trois cercles, finalement, existent depuis longtemps et je crois qu'on n'en a toujours pas épuisé toutes les ressources. Je crois qu'aujourd'hui aussi, à travers la crise que nous vivons, eh bien, cet outil des trois cercles est extrêmement utile, non seulement pour comprendre ce qui nous arrive, mais aussi pour peut-être nous aider à prendre des décisions, à réagir et plus tard à nous adapter dans le sens de la pérennité qui reste fondamentalement notre objectif à tous. Et sur la première dia qui va suivre, si on regarde au niveau de l'entreprise, finalement, l'entreprise, elle, sa question, c'est, Rania, peut-être la dia suivante? Oui. Ah, merci. Parfait, merci. L'entreprise, finalement, son impératif, c'est quoi? C'est la durée, c'est survivre, c'est s'assurer qu'elle sera encore là demain, après-demain, dans 10 ans. Et donc, toutes les questions que l'entreprise se pose sont impactées, sont influencées par cette perspective de durée. Mais l'entreprise familiale, elle n'est pas isolée. Si elle veut réduire ses coûts, eh bien, ce n'est pas simplement un calcul purement financier ou économique. Ce serait évidemment aussi une question de se demander où
on va commencer à sabrer et quelles sont les priorités qu'on va se donner là-dedans. Comme Rania le rappelait, il y a des relations de long terme qui se sont nouées avec les collaborateurs, avec des fournisseurs, avec des clients. Et je pense que l'entreprise familiale développera une réflexion particulière en s'intéressant non seulement à l'économie qu'elle peut faire aujourd'hui, mais surtout le coût que ça représenterait pour elle plus tard de reconstruire ces relations collaboratives. Au niveau du leadership et de la direction de l'entreprise, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce sont bien les plus qualifiés qui sont à la manœuvre aujourd'hui? Et ce qui est amusant, c'est de voir que dans une crise, finalement, il y a deux phénomènes qui s'opposent. Le premier qui est de questionner probablement de façon un petit peu plus aiguë les compétences et les qualités des dirigeants qui sont à la barre, mais c'est aussi une excellente occasion de découvrir des nouveaux talents. Et vous l'avez certainement expérimenté vous-même, une crise est un merveilleux moment pour certaines personnes dont on ne s'attendait pas à ce qu'elles éclosent et qu'elles rayonnent de telle façon, tout à coup prennent des responsabilités qu'ils n'avaient pas prises avant, se sentent investis d'une mission et quelque part, cette crise est alors un excellent moment pour révéler ces talents. Au niveau des ressources, bien sûr, l'entreprise familiale a des ressources. Elle a son histoire, elle a son capital, elle a ses réseaux. Et la bonne nouvelle, et je pense que c'est celle-là que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que la probabilité que votre entreprise survive aujourd'hui à cette crise est bien plus élevée si c'est une entreprise familiale que si c'est une simple entreprise dictée par un actionnariat purement financier. Et puis, important évidemment aussi, l'idée que la crise qu'on traverse est une expérience. Elle contribue à construire, à renforcer la mémoire de l'entreprise. Et Dieu sait que la mémoire est quelque chose qui demande à être conservé, à être réutilisé. Il faut se rappeler les choses du passé. Et je pense que d'ici quelques années, nous pourrons encore continuer à apprendre des leçons qu'on va tirer de cette crise. Au niveau de l'actionnariat, je dirais, j'ai envie de mettre l'accent pas tellement sur la durée, la pérennité, mais plutôt sur l'équilibre. Aujourd'hui, la question que beaucoup d'actionnaires familiaux se posent, c'est la question de leur dépendance. L'entreprise va-t-elle pouvoir continuer à les nourrir? Va-t-elle éventuellement devoir rediriger une partie de ses ressources au détriment de l'actionnaire, au bénéfice de l'entreprise? Et donc, c'est un équilibre extrêmement délicat puisqu'on sait que la pérennité de l'entreprise dépend aussi de la stabilité et de la pérennité de son actionnariat. Une deuxième question qui se pose, évidemment, c'est aussi la question de l'information. Et je crois qu'en temps de crise, on a tendance, bien entendu, à se mettre au four et au moulin, mais il ne faut pas oublier que la transmission de l'information de l'entreprise vers l'actionnariat, et on en parlera tout à l'heure, vers la famille, c'est fondamental. C'est une question de confiance, c'est maintenir la confiance par la transparence, et c'est aussi pour l'actionnaire comprendre ce qui se passe, parce que je crois qu'une crise, avec les bouleversements qu'elle amène, est une opportunité ou un temps extraordinaire pour les actionnaires, pour se rapprocher de l'entreprise, de son fonctionnement et de comprendre les rouages qui sont en jeu ici. Et puis évidemment, il y a peut-être des choses qui vont toucher à des opportunités de désinvestissement, de réinvestissement. Et donc il y a tout un cadre stratégique qui s'esquisse et qui amène l'actionnariat finalement à se poser, bien entendu, des questions à très court terme, mais aussi à ouvrir un certain nombre de portes à plus long terme. Et puis enfin, dans nos trois cercles, il y a la famille. Et là, je dirais qu'au niveau de la famille, c'est essentiellement une question non plus de pérennité ni d'équilibre, mais bien de cohésion. Il est important que la famille puisse rester soudée, unie, et à la fois se protège elle-même, parce que certains sont plus faibles, d'autres ont plus besoin d'être entourés, mais tout le monde a ses questions. Et je crois que pouvoir les partager en famille, pouvoir en discuter, se sentir quelque part rattaché par un lien extrêmement fort est aussi un facteur de résilience extrêmement important, comme Rania l'a rappelé tout à l'heure. Et deux petites réflexions pratiques à ce niveau-là. On parlait de la mémoire et de la mémoire de l'entreprise et des souvenirs qu'on gardera à la crise. Je pense que la famille aussi va garder des souvenirs. Elle va construire une partie de sa mémoire au travers des événements que nous vivons. Et il y a peut-être une opportunité pour la famille, ou peut-être quelqu'un dans la famille,
d'essayer d'en faire une relation, d'avoir quelqu'un qui, peut-être au sein de la famille, va se porter volontaire pour prendre des notes, essayer de collecter tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est échangé, tout ce qui prévalait comme sentiment. Et dans quelques années, je pense que si on a pu, je dirais, matérialiser tout ça, c'est un formidable, ce sera un joli chapitre de l'histoire de la famille sur lequel on pourra vers lequel on pourra se retourner. L'autre chose, c'est, je pense que la famille ne doit pas oublier non plus qu'elle est un vecteur de soutien et de motivation à l'entreprise et à ses collaborateurs. Je pense que beaucoup de familles aujourd'hui se disent laissons nos responsables à la barre prendre les décisions qui s'imposent, et je pense que c'est très sain, il ne faut pas vouloir s'immiscer dans des rôles qui ne sont pas les leurs, mais je pense que la famille en tant qu'unité de personnes liées à l'entreprise peut aussi passer un message très très fort. Je crois que pour les collaborateurs, savoir que la famille est inquiète de leur sort, savoir que la famille soutient les actions qu'ils entreprennent, savoir que la famille fait confiance à l'entreprise, c'est extrêmement important et ça peut faire des miracles. Et donc là, mon conseil, c'est de dire, n'hésitez pas à adresser une petite lettre ouverte au nom de toute la famille à tous les collaborateurs. Bien sûr, ils auront eu le message du dirigeant, le message du président du conseil. La famille peut également le faire. Et donc, quand on regarde finalement ces trois cercles sur la dia suivante, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'effectivement, la crise impacte chacun des trois cercles du système. Elle les impacte différemment, les questions qu'on se pose sont différentes, mais les réponses, quelque part, doivent être trouvées en piochant dans les trois. Deuxième point, c'est l'idée que la communication entre l'entreprise et les actionnaires, entre la famille, ceux qui sont actionnaires dans la famille et l'entreprise, c'est absolument critique. C'est non seulement une question de savoir où on en est, mais c'est surtout une occasion de solidifier la confiance et les relations réciproques qu'on a les uns avec les autres. Et donc, si on accepte cette idée que finalement le système familial composé de ces trois cercles est un système où toutes les parties sont en interaction, mais ça veut dire que les grandes décisions doivent être cohérentes dans chacun des trois cercles. Ces réponses doivent être cohérentes et donc elles doivent être testées au sein de l'entreprise, au sein de l'actionnariat, au sein de la famille. Et si les trois cercles portent ensemble ces décisions qui sont parfois des décisions difficiles, c'est certainement un facteur de résilience extrêmement important. Et parlant de cohérence, je voudrais très rapidement, parce que le temps nous est compté, vous parler d'un exemple concret que je trouve assez frappant, qui est celui de l'entreprise Solvay, qui est une entreprise familiale cotée en bourse, qui en est à sa 7e génération, je crois, aujourd'hui, et qui était confrontée, comme pas mal d'entreprises familiales, à la question d'une réduction du dividende. Solvay a une sorte de contrat moral avec ses actionnaires depuis de très nombreuses années qui garantit un dividende stable avec des réserves extrêmement importantes au niveau de la société, justement pour traverser les crises, et Solvay en a connu pas mal. Et donc, lorsque la question s'est posée de savoir si, à la lumière de la crise du Covid, il fallait ou non réduire le dividende, la famille a été impliquée dans la réflexion et finalement la conclusion était de dire oui, nous pouvons réduire le dividende, mais nous allons faire quelque chose qui est optionnel. Et donc, à ma connaissance, c'est une des rares sociétés familiales cotées en bourse qui a offert à ses actionnaires la possibilité de renoncer volontairement à une partie du dividende. Évidemment, le fait qu'on renonce à un dividende, si on garde ça au niveau microéconomique, quelque part, c'est de l'argent que l'actionnaire n'a pas dans sa poche, mais qui se trouvera dans les caisses de l'entreprise. Et donc, quelque part, c'est un jeu à somme nulle au niveau je dirais, de l'aspect patrimonial. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est, eh bien, si vous acceptez de réduire le dividende, nous allons affecter cette retenue exclusivement à un fonds Covid. Et dans ce fonds Covid, nous allons entreprendre tout ce qui est nécessaire pour maintenir le bien-être de nos collaborateurs et répondre aux besoins de ceux qui sont le plus impactés. Et ce qui est amusant, c'est que ce schéma de renonciation optionnelle a amené au niveau des cadres de l'entreprise une réflexion similaire qui était de dire, eh bien alors, nous allons aussi réduire nos rémunérations et nous proposons de couper à hauteur de 15% dans nos rémunérations et nous demandons que ces 15% soient versés également dans le fonds
sur quoi le président du conseil d'administration, qui est un membre de la famille, a embrayé en disant, eh bien moi, je renonce à 50% de ma rémunération pour cette année. Et tout ça se retrouve donc dans ce fameux fonds auquel tous les collaborateurs sont invités à contribuer. Maintenant, c'est un peu facile de dire, ben, allez-y aussi de votre poche, chers collaborateurs. Et donc l'entreprise, en concertation avec ses actionnaires, a dit, chaque euro qu'un de nos collaborateurs mettra dans ce fonds sera matché par une contribution égale de l'entreprise. Et donc voilà, tout ça, ce petit exemple pour vous dire, au fond, ce sont des dynamiques dans les trois cercles qui ont joué et qui ont finalement débouché sur une proposition que je trouve assez originale et en tout cas assez impactante et très très motivante pour toutes les parties prenantes puisque chacun y a été de sa contribution. Je terminerai rapidement sur la dernière dia en rappelant aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, une crise, c'est surtout une opportunité pour apprendre et s'améliorer. Et chez Landsberg, nous avons développé un cadre conceptuel sur l'idée de la continuité et finalement les composantes de cette continuité. Et ce que je vous propose ici, c'est un petit tableau très très simple que vous pouvez utiliser pour, je dirais, analyser, regarder un petit peu en arrière et vous dire, au fond, comment avons-nous traversé cette crise au niveau des différents aspects qui constituent notre système familial et qu'est-ce que nous pouvons en apprendre. Les piliers, que nous appelons les piliers de la continuité, ce sont ces 8 éléments que vous voyez là et qui sont constitutifs, je dirais, du socle sur lequel un système familial, une entreprise familiale construit sa pérennité. Et la question, bien, vous les verrez, elles sont là. Est-ce que la vision familiale que nous avons, est-ce qu'elle a été mise à l'épreuve par cette crise? Est-ce qu'elle tient toujours debout? Est-ce que nos valeurs familiales, est-ce qu'elles ont vraiment guidé ce que nous avons décidé de faire et de ne pas faire? Ou est-ce que finalement on se rend compte que ces valeurs, c'est plutôt quelque chose qui n'existe que sur le papier, il est temps qu'on s'en occupe un petit peu. La gouvernance, même chose, est-ce que la gouvernance a bien fonctionné? Est-ce qu'on a au niveau du leadership les bons dirigeants? Quels sont les nouveaux dirigeants qui ont émergé dans cette crise et comment allons-nous les développer? Etc., etc., etc. On peut parler de politique, de processus, de communication et de formation. Et je voudrais terminer par ce dernier point, la formation, parce que je pense qu'il est extrêmement important. Je crois qu'une crise, c'est aussi, je crois que c'est Warren Buffett qui disait, c'est à marée basse qu'on voit qui n'a pas de maillot. Eh bien, voyons un petit peu ce qui nous manquait comme maillot à travers cette crise. Qu'est-ce que nos actionnaires auraient souhaité savoir? Qu'est-ce qu'ils auraient souhaité posséder comme compétences? Et ça démarre avec la connaissance de l'entreprise, mais il y a bien d'autres choses. Qu'allons-nous faire dans le futur pour rendre aussi nos actionnaires plus compétents et plus forts pour, avec eux, traverser la crise que nous connaîtrons peut-être sous une autre forme d'ici quelques années. Voilà. Merci, merci Nicolas. Nous allons donc maintenant passer en mode échange. Donc dans le chat, vous pouvez marquer votre question ou si vous souhaitez directement poser la question, vous pouvez voilà, mettre vos micros en mode on et y aller. Donc je vois des questions. Est-ce que nous allons recevoir les slides? Vous allez recevoir le replay de la présentation qui sera en ligne la semaine prochaine. Travaillant sur les émotions, pensez-vous que l'on peut la considérer comme ressource stratégique pour la famille en crise? Alors, je peux peut-être répondre, mais Nicolas n'hésite pas à me rejoindre, et c'est surtout en cas de crise. Donc, je pense que ce ne sont pas les émotions en tant que telles, c'est la manière de gérer ces émotions qui peut finalement révéler un avantage compétitif des entreprises familiales par rapport à d'autres. Parce que généralement, quand on est en mode de crise, il y a l'anxiété qui se met en place, il y a une paralysie dans la prise de décision. Or, si on vient d'une entreprise familiale qui a déjà mis en place des stratégies préventives ou qui a déjà une mémoire qui nous permette de mieux réagir face à la crise, bien, cette anxiété va durer très peu de temps et très vite, on va transformer les émotions négatives en émotions positives. Et donc, notre histoire sera la ressource stratégique qui porte cette façon de gérer les émotions. Donc, je dirais plus l'histoire comme ressource stratégique qui est imbibée d'émotions, qui permet d'aider la famille à gérer la crise. Oui, Rania, je crois que tu as tout à fait raison. Je pense que c'est la gestion des émotions et la capacité de la famille à gérer ses émotions qui est une source de résilience plutôt que l'émotion en elle-même. Elle peut être positive ou négative,
mais c'est ce que nous allons en faire et comment nous allons la travailler qui devient un facteur. Caroline nous demande, c'est à toi Nicolas, tu parlais d'une lettre ouverte de la famille aux collaborateurs. Ce n'est pas de l'ingérence, à ton Non, avis? alors, non, non, c'est pas de l'ingérence. Je suis peut-être mal exprimé. Je pense que je vais utiliser lettre ouverte, ça pourrait être une réunion, ça pourrait être un message sous une autre forme, qui est simplement un signal que la famille envoie en disant, collaborateurs, nous avons confiance dans ce que vous faites, nous sommes avec vous, que la famille laisse parler son cœur, parce que je pense que la famille a un cœur pour ses collaborateurs ici. Pourquoi ne pas le lui dire à ce collaborateur ou à ses collaborateurs? Pourquoi ne pas le leur dire? Je pense que on sous-estime trop souvent l'importance que la visibilité de la famille a sur la motivation de ceux qui travaillent dans l'entreprise familiale. Le fait de savoir qu'on a un actionnariat familial, c'est quelque chose, mais avoir un membre de la famille qui, à un moment donné, vient visiter, vient rencontrer, etc., et montre son appréciation, c'est un facteur de motivation extraordinaire. Et je crois qu'il faut trouver la bonne façon de le faire, mais il ne faut pas rester caché, je ne pense pas. Il y a une question de Céline Châtelain. Et la gouvernance, est-ce qu'elle peut jouer le rôle dans le management des émotions? Alors, j'avais mis une diapo juste en annexe qui montre un petit peu les différentes stratégies que les entreprises familiales peuvent utiliser pour gérer les dynamiques émotionnelles sur la base d'une étude. La gouvernance en est une, comme vous pouvez le voir sur la diapo, mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas nécessairement dans le premier mode auquel l'entreprise fait appel, surtout dans ses premiers stades de cycle de vie. Donc les entreprises familiales font appel au soutien spirituel, aux échanges avec d'autres, à un leader émotionnel de la famille, à la thérapie familiale, à des conseillers également pour mieux apprendre à gérer leurs émotions. Mais c'est vrai que la gouvernance familiale a un rôle à jouer également. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est en fait qu'il y a un portefeuille dans lequel la famille va puiser et au fur et à mesure développer ses compétences. C'est pour répondre à la question de Céline. Azus demande quelle est la différence entre la résilience entrepreneuriale et organisationnelle. Je vais rapidement y répondre. En fait, la résilience entrepreneuriale est vraiment focalisée sur l'acte d'entreprendre, de prendre des risques, d'innover, hein. Et ça peut être une sous-dimension, on va dire, de la résilience organisationnelle, qui est plus dans un sens large, qui va inclure la façon dont on va manager, comment on va faire évoluer les tactiques au sein de l'entreprise. Donc, la résilience entrepreneuriale, elle peut en faire partie, mais quand même, elle peut aussi être tournée vers l'extérieur, donc vers le côté social, comme on l'a vu dans les entreprises qui ont été citées, plutôt une question de Viviane Netter. Pensez-vous que la création d'un comité de parties prenantes peut être considérée comme un élément de résilience? Nicolas, est-ce que tu pourras répondre? Volontiers, je ne suis pas sûr que je comprends exactement ce qu'on veut dire par un comité de parties prenantes. Viviane, dites-nous. Ah, attendez, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez... je vais... Voilà, on Voilà, vous ça entend. y est, oui, voilà, ça y est. Oui, je pensais comité de parties prenantes, c'est-à-dire un comité avec des parties prenantes internes comme les salariés, un comité qui serait consultatif avec des salariés, mais aussi des fournisseurs, des parties prenantes, voire un membre de la société civile. Un petit peu en fait ce qu'on voit dans les benefit corporations aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ça peut être précisément utile et comme un élément considéré comme un élément de résilience? Alors, je trouve que l'idée est exceptionnelle. Elle est difficile à mettre en œuvre parce qu'on va rassembler des gens qui ne sont pas habitués à se parler les uns les autres et qui ont probablement des orientations, des perspectives, des attentes très différentes. Donc, je dirais, dans un premier stade, un dialogue, je dirais, bilatéral avec ces parties prenantes, c'est évidemment fondamental. Et je pense que on fait un petit peu de la prose sans le savoir. On en fait tous les jours aujourd'hui ce genre de dialogue.
l'idée d'en faire un comité, je vous avoue, je n'ai jamais été jusque-là. Je pense que la forme la plus élaborée qu'on connaîtrait dans pas mal d'entreprises familiales qui n'ont peut-être pas encore vraiment un vrai conseil d'administration, c'est un conseil d'avis, un comité d'avis qui rassemble justement toutes ces perspectives. Mais ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que certains sont parfois très mal à l'aise d'être mis là-dedans, puisqu'ils se demandent souvent, et c'est le cas pour les salariés, à quel titre ils sont là. Est-ce que c'est l'introduction d'une forme de cogestion? Est-ce que, après tout, est-ce que c'est moi qui dois venir parler ici? C'est mon collègue syndicaliste qui est plutôt à sa place? C'est assez compliqué, mais je pense que ça peut être très très riche d'avoir justement cet input de la part des différentes parties, puisque ça s'inscrit directement dans la durabilité. Toutes ces parties prenantes ont un impact sur la durabilité de l'entreprise dans le futur. Savoir ce qu'il y a dans leur cœur et dans leur tête, c'est évidemment fondamental. Est-ce qu'ils pourraient, en se mettant ensemble, construire d'autres solutions? Je l'ignore. Je l'ignore. Moi, je rajouterais juste que cela s'inscrit dans le cadre d'une gouvernance partenariale, Viviane. Donc, ça peut relever de l'ordre de la fiction, on va dire, mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut tendre vers. Enfin, il ne faut pas laisser de côté, c'est important. Ça nous permet de préparer les futures crises, le cas échéant. Euh, donc, merci pour toute Je, question. Oui. Oui, bonjour à tous. Céline Châtelain, juste une question. Je suis désolée, j'ai pas mis la caméra au début de l'installation, donc il faudrait que j'éteigne tout pour que ça marche. Donc je suis en noir, excusez-moi pour cela. Juste une réaction à cette question du comité de parties prenantes. Comme un des mécanismes susceptibles de participer à la gestion de crise, je trouve qu'à l'échelle locale, en fait, si on intègre, il y a une dimension temporelle très forte dans l'approche d'entreprise familiale qui, comme le disait tout à l'heure Nicolas Hollanders, freine des interactions de parties prenantes qui ne seraient pas habituées à discuter dans la dynamique temporelle avec la famille, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a aussi une dimension spatiale intéressante parce qu'une entreprise familiale, alors je ne parle pas forcément d'une entreprise cotée, mais une entreprise familiale localement implantée a tout intérêt à peut-être à constituer un comité de crise localement avec les parties prenantes du territoire, qu'elles soient politiques ou d'associations. Peu importe lesquels d'ailleurs, je fais le modèle avec les universités qui ont travaillé beaucoup avec le territoire dans le cadre de la gestion de crise et qui sont des comités peut-être éphémères, mais qui spatialement ont un sens. Voilà, je vais dans le sens de Viviane Netter à ce sujet, en cas de crise, disons. Voilà. Merci beaucoup Céline pour cette précision. Effectivement, cette dimension territoriale, elle est très importante dans les entreprises familiales. Il faut absolument en tenir compte. Donc, je rebondis parce que c'est très intéressant et ça va assez loin. Le forum de Davos, qui avait, vous le savez peut-être, conduit un petit peu une coïncidence, un exercice de pandémie au mois d'octobre, avait développé une série de recommandations. Et parmi ces recommandations, et ça rejoint exactement ce que vous venez de dire, une recommandation qui était extrêmement claire et précise, c'était faisons géographiquement l'inventaire des ressources de nos entreprises qui pourraient être mises à contribution dans l'hypothèse où nous traversions une crise, dans le cadre d'un partenariat public-privé, etc. Et c'est une recommandation qui n'a jamais été mise en œuvre, mais qui illustre tout à fait l'importance de cette, je dirais, du fonctionnement dans cet écosystème local où chacun doit être partie prenante. Bon, merci Nicolas, merci à tous. Deux questions de réflexion peut-être avant de vous laisser. Sur quel levier de résilience votre entreprise familiale SAPSI ou l'entreprise familiale cliente à laquelle vous faites référence face à la crise actuelle et quels sont les leviers que vous souhaitez développer ou qui sont en cours de développement pour assurer la continuité et quelles sont les leçons que vous pouvez tirer de cette présentation pour avancer dans leur mise en œuvre. Donc, nous sommes ravis d'avoir clôturé cette série de webinaires dirigés l'entreprise familiale en temps extraordinaire avec vous. Donc, les 4 webinaires sont tous disponibles en replay. Merci encore pour votre intérêt. Nous espérons vous retrouver à bientôt, soit
dans nos événements prochains, soit dans le cadre de projets de recherche ou encore dans le cadre de formation. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également, nous écrire par mail. Je tiens également à remercier Nicolas d'avoir participé et partagé son expérience dans le cadre de ce dernier webinaire. Et enfin, je remercie nos membres fondateurs qui nous soutiennent encore aujourd'hui, la famille Mullier, Michelin, Roquette et la famille Viellard du groupe Lizzy. Portez-vous bien. J'espère que nous aura l'occasion de nous retrouver dans de meilleures conditions. Et on vous dit à très bientôt. Merci Rania, merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.